ce qui va constituer le ciment commun d'un peuple, c'est des représentations partagées, des idées partagées, des espoirs partagés. Et ces espoirs peuvent très bien être portés par des gens qui sont soit catholiques, soit protestants, soit juifs, soit musulmans, soit athées. N'oublions pas, par exemple, que dans les différents sondages qui ont été faits sur cette question en France, on voit qu'il y a grosso modo 40% de la population française qui dit ne pas avoir de religion, donc qui se dit athée, et normalement, il n'y a absolument aucun obstacle à la constitution de rêves en commun. Autrement dit, le fait que on voit des espoirs communs, on ait envie de construire en commun des choses. Ce qui, d'ailleurs, nous permet à la fois de comprendre l'importance et de relativiser l'importance des fameuses règles de vie. Parce que là, si vous voulez, c'est un point qui me semble personnellement extrêmement important. Il est clair que chaque individu a ses règles de vie. C'est moi ce que j'appelle les valeurs. Bon. Vous avez les vôtres, j'ai les miennes. Et puis, on a des principes d'action en commun. C'est-à-dire qu'on reconnaît que nos valeurs, elles doivent, à un moment donné, être compatibles ou se plier à des règles d'action communes. Ça, si vous voulez, cela provient du fait que nous avons intériorisé la distinction entre sphère privée et sphère publique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, bien sûr, pour une partie de la population, les valeurs individuelles sont le produit de croyances religieuses. C'est tout à fait évident. Pour d'autres, non. Si vous voulez. Et le fait que 40% de la population française soit athée n'implique pas qu'il y ait une plus grande proportion en France de voleurs, de gens dépravés que dans d'autres pays. Ce qui veut donc bien dire que la religion n'est pas nécessaire à l'existence d'une morale individuelle. Le point important est, si vous voulez, il avait été décrit en fait par Cicéron. Quand Cicéron analyse ce qu'est la religion romaine, religio romana. Bon. D'ailleurs, commençons tout de suite par dire que ce n'est pas une religion au sens où nous l'entendons. Aujourd'hui, quand on parle de religion, on entend toujours une religion révélée. Monothéiste ou pas, plutôt monothéiste, mais de toutes les manières une religion révélée. Ce n'est pas du tout le cas pour les Romains. Ils n'ont pas de grand livre de la révélation. Ils auraient pu en avoir, ils n'en ont pas. Donc, c'est quoi la religion pour eux ? La religion, c'est un ensemble de rites, de règles. Le fait que, avant d'agir, on consulte les auspices. Oui. Bon. D'ailleurs, on leur fait pas trop confiance. Vous savez, je ne sais pas si vous avez fait du latin, mais vous avez cette fameuse formule comme quoi deux augures ne peuvent pas se croiser sur la route sans éclater de rire en se voyant. Bon, parce qu'ils savent très bien qu'en fait, ce qu'ils font, c'est un petit peu du charlatanisme. Et si vous voulez, et ça, Cicéron le dit de manière très nette, mais il dit, mais il est important que les formes soient respectées. Autrement dit, il est extrêmement important que l'on se plie à des normes en commun. Mais par ailleurs, les vraies règles de vie individuelles, eh bien, elles renvoient à la philosophie grecque. Bon, d'abord à des règles qui étaient en place chez les peuples latins, dont les Romains, et puis l'influence de la philosophie grecque, ce qui fait que les gens se comportent individuellement comme ils se comportent. Alors certains peuvent se comporter de manière très dépravée, très cruelle, voire très folle, bon, mais ça a toujours eu dans toutes les sociétés, et globalement, on a ce genre de comportement. Donc ça c'est un point important, parce que ça veut dire que
ces comportements individuels que l'on a aujourd'hui tendance à dire « ah oui, mais c'est le produit de la religion chrétienne, ou de la religion juive, ou peut-être de la religion musulmane », eh bien, en fait, les Romains avaient compris que ça venait de la philosophie, et pas nécessairement de la religion. Ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes n'avaient pas de religion, ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes ne croyaient pas dans leur Dieu, mais ils savaient très bien que la question des croyances était une question différente de celle des règles de vie. Le multiculturalisme peut vouloir dire deux choses. Vous avez d'abord ce qu'on appelle un multiculturalisme de fait. On se dit, bon voilà, il y a des gens qui viennent de différents espaces culturels, qui cohabitent sur un territoire. Oui, c'est un fait, et on ne peut que le constater. Bon, moi-même par exemple, bien sûr, je suis très imprégné de culture française, mais je suis aussi imprégné de culture russe en raison de ma famille, si vous voulez. Bon, donc voilà, il y a ce multiculturalisme de fait. Et lui pose pas de problème. Et puis vous avez autre chose, c'est l'idéologie du multiculturalisme. C'est-à-dire le fait de faire du multiculturalisme un projet politique. Ça, c'est très différent. Parce que ça, en réalité, ce n'est compatible qu'avec le communautarisme. Et c'est particulièrement incompatible avec l'existence d'une chose publique, d'une république, quelle que soit la forme qu'elle est. Alors, là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose de très clair. C'est que, est-ce que l'on considère que tous les individus doivent se plier à des normes politiques qui sont des normes politiques décidées en commun et non pas décidées en fonction d'une ou de l'autre d'une communauté? Ou est-ce que l'on dit, ah non, l'individu va se définir par rapport à sa communauté culturelle d'origine? Bon, et c'est ça, en fait, qui pose problème dans cette idéologie du multiculturalisme. Donc, je vous dis, le multiculturalisme de fait ne pose nullement problème. C'est un fait qu'on constate, si vous voulez. On peut même l'étendre. On peut même dire que, d'une certaine manière, les Bretons n'ont pas exactement la même culture que les Provençaux. C'est vrai. D'ailleurs, les Bretons ont une vraie langue. Bon, le Provençaux aussi, d'ailleurs. Le provençal est une véritable langue. Bon. Donc, il y a clairement toujours eu des divergences et des hétérogénéités culturelles importantes sur le territoire français, comme il y en a eu sur le territoire allemand, comme il y en a sur le territoire suisse, hein, entre les Suisses francophones et les Suisses de culture alémanique, bon, etc. Mais, une chose est de dire cela, et l'autre chose est de dire on va construire une société où la définition des individus proviendra de leur communauté culturelle d'origine. Alors ça, c'est, pour le coup, complètement incompatible avec le fonctionnement d'une société moderne telle que nous la connaissons. L'idée d'un peuple européen voudrait dire qu'il y aurait une mise en phase des différents cycles politiques dans les différents peuples d'Europe. Si vous voulez, si on comprend que le peuple ne se définit pas par des cultures, il ne se définit pas par des religions, il ne se définit pas, par la couleur de la peau, même si cette couleur de la peau, on sait très bien qu'elle n'est pas fixée, qu'elle est soumise à toute une série à la fois de changements génétiques, bon, etc. Bon, okay. Non, ce qui fait un peuple, c'est qu'il se pense en commun. Si vous voulez, ce qui a fait les Français, c'est que, au moment de crises très graves, ils ont dit « Nous, Français, nous ne sommes pas comme, par exemple, les Anglais ». Prenez, par exemple, l'épisode de Jeanne d'Arc dans la guerre de 100 ans. C'est bien la réaction d'une partie de la population qui dit « On n'est pas des Anglais. On veut vivre différemment. » Et donc, c'est cela qui nous constitue comme un peuple. C'était pas du tout une distinction d'ailleurs de langue.
cause. Les nobles anglais parlent exactement la même langue que les nobles français. C'est pas une distinction de religion. Les deux étaient de religion chrétienne à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore eu la réforme, etc. Mais c'est bien l'idée d'une division politique. Bon. La question c'est, est-ce qu'il peut exister cette unité politique entre les peuples d'Europe ? Pour l'instant, je constate qu'elle n'existe pas. Que les cycles politiques sont d'abord extrêmement différents entre le peuple italien, le peuple allemand, le peuple français, le peuple britannique, qu'il n'y a pas d'ailleurs exactement la même culture politique, ça c'est un point important, et donc il n'y a pas de peuple européen. Il y a des peuples européens, il n'y a pas de peuple européen. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas de base à la souveraineté d'une institution européenne, que la souveraineté d'une institution européenne ne peut découler que de la délégation de souveraineté que lui font chaque pays. Alors, de ce point de vue-là, prenons le cas inverse. Prenons le cas de la réunion du Texas avec les États-Unis d'Amérique. Bien. Vous savez que le Texas a commencé par être un État indépendant. Il a d'abord été une province du Mexique, il a fait sécession, et il a existé pendant quelques années comme un État indépendant avant de rejoindre les États-Unis. Quelle est la réalité ? La réalité, c'est que vous avez une forme de colonisation du Texas par des immigrants qui viennent des États-Unis, qui se rendent compte que ils ont un problème majeur avec le pouvoir mexicain, qui se décident donc à se soulever contre ce pouvoir mexicain, font une guerre, avec évidemment les hauts et les bas qu'il y a dans tout ce genre de guerre. Vous savez que vous allez au Texas, en particulier Alamo est l'un des grands points de l'histoire et des États-Unis et du Texas. Je signale par exemple que la ville de Houston tire son nom de Sam Houston, qui fut le chef de l'armée du Texas, pas des États-Unis, du Texas. Bon. Voilà. Ils obligent les Mexicains à reconnaître leur indépendance, et quelques années après, ils se posent la question de savoir est-ce que le Texas doit continuer d'exister comme un État indépendant ou est-ce qu'il doit rejoindre les États-Unis, et ils optent pour une réunion avec les États-Unis. Les Texans de l'époque, autrement dit essentiellement les immigrés venant des États-Unis, partageaient évidemment les mêmes conceptions politiques, la même culture avec les États-Unis. Ce qui a rendu extrêmement facile cette intégration de l'État indépendant du Texas dans les États-Unis. Est-ce que l'on est dans ce type de situation en Europe ? Clairement non. Clairement non. L'ordre traditionnel, si vous voulez, c'est l'ordre qui existe, grosso modo, avant les révolutions de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle en Europe, que ce soit la Révolution française ou les autres mouvements de ce type, où on a en fait un pouvoir que l'on qualifierait aujourd'hui de despotique, qui s'applique, et où on a surtout une société qui est fondée sur une base d'inégalité. C'est le cas, par exemple, dans la France, ou dans le royaume de France, plus précisément, de la société d'ordre. Si vous voulez, la noblesse, le clergé, le tiers-état, certes, ces ordres sont reconnus également, mais ils ne sont pas reconnus sur un pied d'égalité, et leurs membres n'ont certainement pas des droits égaux. Vous savez, il y a eu la nuit du 4 août qui a aboli les privilèges, et d'une certaine manière, il y aura l'équivalent de ces nuits du 4 août qui seront pris
progressivement dans l'ensemble des pays européens. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est l'ordre ancien, ou ce qu'on appellera l'ordre traditionnel. Pas si traditionnel que ça, parce qu'il a lui-même beaucoup évolué depuis la fin de l'Empire romain, mais c'est ce qu'on appelle l'ordre traditionnel. Face à cet ordre traditionnel, vous avez eu deux ordres qui sont rentrés en concurrence. Vous avez eu d'une part l'ordre marchand, qui considère, alors qui est l'ordre évidemment qui est en partie porté par la bourgeoisie, mais en partie seulement, et qui cherche d'une certaine manière à faire de la relation de marché la quintessence de la relation sociale, qui ne conçoit en réalité l'existence d'une société que dans des contrats entre des individus passés librement. Et puis vous avez une autre conception qui continue d'une certaine manière cet imaginaire de la chose publique, imaginaire qui était né dans l'ordre ancien, en réalité, qui a d'ailleurs contribué à désarticuler l'ordre ancien, et ça ce n'est pas la moindre des contradictions et le moindre des paradoxes que l'on a dans l'histoire. C'est-à-dire qu'une conception peut émerger à une époque, contribuer à la fin de cette époque, et ne s'épanouir en réalité qu'à l'époque suivante. Bon, l'ordre démocratique part de l'idée que les individus peuvent être différents, mais ils sont tous égaux. Autrement dit, qu'il y a une règle d'homogénéité politique, l'égalité des droits politiques, qui vient se greffer sur une hétérogénéité des situations. Ce qui d'ailleurs provoque une tension, voire même des contradictions. Mais laissons-la pour l'instant. Et cet ordre démocratique va se définir autour d'un certain nombre de principes. Le principe de responsabilité. Le fait que nul ne puisse engager la responsabilité des autres sans devoir, d'une certaine manière, se soumettre au jugement des autres. Autrement dit, personne ne peut exercer le pouvoir en référence, par exemple, à un principe de droit divin. Il y a toujours un principe de responsabilité politique. Le deuxième principe, c'est le principe d'égalité. C'est ce principe d'égalité politique que l'on peut même étendre. Alors, principe d'égalité, d'abord entre des individus qui sont des mâles âgés, hein, c'est-à-dire des hommes de plus de 24, puis de plus de 21 ans, qui sera après étendu aux femmes, qui sera étendu aux jeunes de 18 ans, qui obtiendront l'égalité des droits. Il y aura une extension progressive, et si vous voulez, ça c'est le principe qui est inscrit dans notre Constitution, et qui dit que, par exemple, la République ne reconnaît aucune distinction de race, de genre, de couleur, bon, etc., etc., etc. Bon, donc ça, c'est un deuxième principe. Donc, principe de responsabilité, principe d'égalité politique, bien sûr, et puis le principe extrêmement important que tout acte légal doit s'appuyer sur un acte légitime. Autrement dit, qu'on ne peut pas distinguer la légalité de la légitimité. C'est ça qui caractérise l'ordre démocratique. Et on voit bien que cet ordre démocratique rentre à un moment donné en conflit avec l'ordre marchand. Si vous voulez, ils étaient alliés pour détruire l'ordre ancien, mais ils se séparent dès que l'ordre ancien est détruit. Pourquoi ? Parce que l'ordre marchand dit non, le principal problème, c'est pas la question politique, c'est le contrat. Ah oui, mais le contrat, ça ne lie qu'un individu à un autre individu, quel qu'il soit. Alors, bien sûr, d'une certaine manière, l'ordre marchand accepte le principe d'égalité, en tout cas d'égalité juridique, formelle. Mais il n'accepte pas du tout l'idée de construction politique. L'idée que toute action de l'un est toujours soumise au jugement des autres,
Parce que ce que fait un peut avoir des conséquences, y compris non intentionnelles, y compris qu'il n'a pas voulu, sur la situation des autres. Et donc, il doit en porter les conséquences devant les autres. Ça, c'est pas du tout un principe de l'ordre marchand. L'ordre marchand, lui, ne conçoit la construction de la société qu'à travers la relation de contrat entre les différents individus. L'ordre démocratique, lui, conçoit des relations qui sont beaucoup plus politiques. La construction d'institutions qui vont permettre, dans un certain nombre de cas, l'existence de ces contrats, mais qui leur sont supérieurs et préalables. Et puis, bien entendu, une autre divergence importante entre ces deux ordres sur la question du rapport entre légalité et légitimité. L'ordre marchand dit peu m'importe la nature de la loi, mais il faut absolument qu'il y ait une loi. Ce qui se comprend parfaitement, parce que à partir du moment où vous regardez la question d'un contrat, la stabilité de la loi devient tout à fait essentielle, si vous voulez. Si vous concevez une société uniquement mue par des contrats, vous allez dire, oui, il faut que les lois soient respectées. Et à la limite, il faut qu'elles ne soient jamais changées. Que quand une loi soit prise, elle soit prise jusqu'à la fin des temps, ad vitam aeternam. L'ordre démocratique dit non. On sait d'abord que le législateur n'est pas un être parfait, il n'est pas omniscient, il ne peut pas prévoir toute une série de choses qui peuvent se passer. Donc, il faut que les lois puissent être changées, il faut qu'elles puissent être discutées, il faut qu'elles puissent être contestées. Et comment faire cette contestation des lois si on n'a pas la légitimité avec soi ? Donc c'est pour ça qu'il y a là aussi une divergence fondamentale entre l'ordre marchand et l'ordre démocratique. L'ordre démocratique permet en réalité le fonctionnement d'un certain nombre de mécanismes de l'ordre marchand, mais l'ordre marchand ne permet pas à l'ordre démocratique d'exister. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est là où il y a une asymétrie entre les deux. Et c'est pour cela que je pense que toutes les tentatives de ramener notre société plutôt vers l'ordre marchand au détriment de l'ordre démocratique entraînent des crises très profondes dans nos sociétés. La démocratie directe est quelque chose de très ancien, si vous voulez. C'est un réflexe que l'on a, où on voit par exemple là, c'est l'Assemblée des citoyens athéniens. On la retrouve même de manière assez ancienne dans le principe des votations helvétiques. Mais le problème de la démocratie directe, il est double. Il y a d'abord un problème en termes de complexité des solutions. Les solutions dans le monde actuel sont de plus en plus complexes. Et donc, c'est vrai qu'elles impliquent une forme de spécialisation du personnel politique. Donc, si vous voulez, et j'en suis parfaitement conscient, par exemple, aujourd'hui, si on me demandait d'écrire une loi, je dirais, je peux en donner les principes, mais quant à l'écriture exacte, par rapport aux règles juridiques de notre constitution actuelle, non. Il faut que je prenne toute une série de contacts, il faut des gens qui soient des spécialistes. Donc, admettons que je sois élu au Parlement, j'aurai énormément de difficultés à écrire une loi. Je ne serai pas un bon législateur. Pourquoi ? Parce qu'un législateur, si vous voulez, a besoin d'une certaine manière d'être spécialisé. Donc ça, c'est un premier point. Puis après, il y a un deuxième point qui est encore plus important. Nous sommes dans une société, dans un environnement où nous avons évidemment une quantité d'informations fantastiques à notre disposition. Certaines de ces informations sont pertinentes, d'autres ne le sont pas.
et nous avons beaucoup de mal à les déterminer. Donc ça veut dire qu'il faut que l'on ait à la fois des règles d'arrêt, c'est-à-dire voilà, si on prend une décision, donnons-nous un certain temps avant de rediscuter de cette décision. Évidemment, il faudra qu'à un moment donné que cette décision soit rediscutée. Mais donnons-nous en tous les cas un certain temps. Ça, c'est une règle fonctionnelle extrêmement importante et qui, d'une certaine manière, ne va pas avec l'idée d'une démocratie directe. Parce que normalement, dans une démocratie directe, vous pouvez remettre en discussion tout en permanence. Mais on sait très bien que ça ne fonctionne pas, si vous voulez. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, mon collègue Frédéric Lordon le reconnaît dans un texte qu'il vient de publier, qu'il a publié hier ou avant-hier dans le Monde diplomatique. En fait, il l'a publié le 24 avril, et il dit, oui, on parle beaucoup de transversalité, mais en réalité, nous avons d'ores et déjà, dans les assemblées générales de Nuit debout, nous avons d'ores et déjà adopté des règles implicites de fonctionnement. Ah oui. Mais pourquoi vous les avez adoptées ? Parce qu'il y a un vrai problème informationnel de gestion à la fois des connaissances et des informations qui vous impose de prendre ces règles parce qu'autrement vous êtes saturé par l'information. Et c'est pour ça qu'il faut des règles heuristiques. Bon. Après, on peut décider de changer de ces règles à certains moments. Par exemple, nous sommes aujourd'hui dans un système électoral dit d'arrondissement uninominal à 2 tours. On a eu, dans des moments de l'histoire de France, par exemple sous la 4ème République, on a eu un système de type proportionnel. Bon, donc on peut changer à un moment donné des règles, mais il faut tout simplement des règles. Et ça aussi, c'est un problème qui, d'une certaine manière, empêche l'existence de la démocratie directe. En fait, on voit très bien que, à la fois, le principe de spécialisation qui aboutit à la constitution d'un État, et ça, c'est très ancien, parce qu'en fait, l'État français, il se constitue à partir du Haut Moyen-Âge. Hein, c'est le moment où on voit que les légistes royaux ne sont pas simplement des avocats de la personne privée du roi, ils sont amenés à traiter des choses qui dépassent de très loin la question des compétences directes du roi. Donc il y a d'une part cette nécessité de spécialisation, et d'autre part, il y a cette nécessité d'avoir des règles et de ne pas soumettre ces règles en permanence à la volonté d'une assemblée. En même temps, je reconnais que ce système politique, qui aboutit en fait à un système très vertical, pose des problèmes dans son rapport aux individus, et que les individus ont d'une certaine manière besoin, à certains moments, de pouvoir prendre des décisions directement, et d'une certaine manière de réintroduire de la légitimité populaire dans un système qui est devenu très technique, très particulier et très professionnel. C'est l'importance des référendums. Et c'est pour cela que les référendums sont en réalité un élément clé dans nos démocraties. Donc, si vous voulez, je pense que d'une part, nous allons avoir le fonctionnement général de notre système, parce qu'il y a toute une série de raisons fonctionnelles qui font qu'il ne peut pas en être autrement, qu'on ne peut pas faire fonctionner l'État sans une grande spécialisation. Vous savez, c'était le grand rêve anarchiste de Lénine, quand la cuisinière serait capable de prendre des décisions politiques d'État. Pas du tout ça, et on sait qu'au contraire, on s'est servi de ce genre de texte pour mettre en place un système étatique extrêmement fort. Bon. Il y a la question des règles d'organisation du débat. Un débat sans règles n'est pas un débat. Donc voilà. Mais en même temps, il faut
régulièrement réintroduire de la démocratie directe dans ce système, et je crois que ça, c'est le rôle des référendums. Jacques Sapir, merci beaucoup.